sécuritaire à l'est de notre pays, mais aussi la fièvre qui gagne de plus en plus notre pays à la veille de l'ouverture des concertations nationales. Tout sur ces deux actualités brûlantes, avec déjà sur le plateau de Nouvelles Donnes le porte-parole du gouvernement de la République, Lambert Mende Omalanga, qui est venu pour donner les derniers décryptages autour de ces des événements. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, de répondre à notre invitation. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire avoir les exploits enregistrés par toutes ces performances de la part de notre armée régulière, les FARDC, que désormais à Goma, on peut dormir sur des oreilles? Pas si vite. Nous pensons qu'il y a une bataille qui a été gagnée. La guerre est toujours en train de se dérouler. Nous n'avons pas encore réussi à faire rentrer dans le giron de la République l'ensemble des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo qui ont été envahis par ce groupe à la solde d'intérêts étrangers et leurs alliés étrangers qui les accompagnent. Donc nous sommes très vigilants. Nous pensons que quelque chose d'important a été accompli par nos forces armées, mais il reste encore ce qui nous inquiète, des pans entiers de Rutshuru, de Nyiragongo, qui doivent absolument être libérés et le travail continue. Ça veut dire quoi? Que les FARDC ne lâchent pas prise? En aucun cas. Les FARDC ont deux sources d'inspiration. La Constitution de la République, qui les attitre pour défendre la souveraineté et l'intégrité de notre territoire, qui ont été violés par cette agression rwandaise via le M23, et l'accord cadre d'Addis Abeba qui demande aux pays signataires de neutraliser à l'intérieur de leurs frontières toutes les forces négatives, les groupes armés qui insécurisent la région des Grands Lacs. Sur ces deux bases-là, les FARDC continuent leur travail. Elles sont heureuses de bénéficier maintenant d'un appui substantiel de la communauté internationale à travers la brigade internationale de la MONUSCO. Et voilà sur quoi se base l'action des FARDC. Donc en aucun cas, tant qu'un seul centimètre carré de notre territoire est l'objet de l'occupation par ces forces négatives, les FARDC continueront leur action. Monsieur le ministre, vous entendez parler, vous êtes très affirmatif, alors que de l'autre côté, les M23 ne semblent pas reconnaître sa débâcle et parlent plutôt d'avoir battu en retraite. Je n'entrerai pas dans ce débat, vous savez, nous ne sommes pas au spectacle. Nous sommes en plein problème d'existence d'un pays. Les gens du M23 sont suffisamment irresponsables parce qu'ils n'ont aucune mission, aucun mandat vis-à-vis du peuple congolais. Ils peuvent jouer avec le feu. Nous avons des millions de nos compatriotes à charge et donc nous cherchons des solutions. Donc nous n'allons pas aller nous taper la poitrine. Tout le monde sait qu'on les a chassés de Kibati, on les a chassés des environs immédiats de Goma. Mais là n'est pas la question. Tant qu'ils n'auront pas cessé d'exister comme groupe armé, tant qu'ils n'auront pas cessé d'insécuriser nos populations en tirant sur des civils, nous ne considérerons pas notre mission comme accomplie. Donc on n'est pas là pour rouler les mécaniques. Vous dites quoi, monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, lorsque le porte-parole du M23 semble vous avoir donné à vous, le gouvernement de la République, un ultimatum de revenir sur la table des négociations à Kampala? Il n'y a pas d'ultimatum recevable de la part des forces négatives dont le seul devoir est de déclarer qu'elles n'existent plus comme forces négatives et de continuer pour ceux d'entre eux qui n'ont pas des dossiers devant la justice à revendiquer ce qu'ils revendiquent par des moyens non violents. Et nous reconnaissons ce droit qu'ont les citoyens congolais, même s'ils sont du M23, dès le moment où ils ne sont pas des criminels, à revendiquer en maintenant ouverte ce processus de Kampala. Nous n'avons jamais quitté Kampala, notre ambassadeur est à Kampala, il y a des experts à nous qui sont à Kampala, nous attendons patiemment que le facilitateur de Kampala, qui est le gouvernement ougandais, nous donne
une synthèse des propositions et contre-propositions présentées par les uns et les autres. Donc, ces rodomontades-là n'ont pas de justification. Nous pensons simplement que détenir les armes pour eux n'est pas dans leur intérêt. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt du peuple congolais, mais même dans leur intérêt comme individus, parce qu'ils continuent à se manifester comme des criminels. Ils prennent aussi le risque de se faire neutraliser physiquement par les FARDC et la MONUSCO. Donc, vous voyez bien que l'heure n'est pas aux rodomontades. Il faut vraiment avoir été drogué pour parler comme ça, avec le tableau que la situation présente actuellement. C'est tout de même... comment vous interprétez le fait pour les M23, alors que vous confirmez que vous n'avez jamais quitté Kampala, mais les M23 vous demandent à vous de revenir sur la table des négociations, alors que vous dites vous y êtes. Vous savez, la logique des gens qui sont de la trempe du M23 est quelque chose qui peut vous échapper. À vous comme à moi, nous sommes des hommes ordinaires. Nous avons une moralité tout à fait élémentaire. Je crains que des gens qui sont capables de monter sur une colline, de prendre des canons de 120 mm, de prendre des roquettes et de tirer sur leurs parents, sur leurs frères, sur leurs concitoyens, et de tirer à la demande du Rwanda, sur le Rwanda, pour obtenir que le Rwanda entre en guerre ouverte contre la RDC, je crains que ces gens-là n'aient pas une logique qui soit contrôlable par vous et par moi, et donc je ne pense pas que les propos qu'ils peuvent débiter soient crédibles, et donc je ne discute pas de cela. Monsieur le ministre, la société civile du Nord Kivu, dans son ensemble, se félicite enfin, dit-on là-bas, de voir enfin la brigade d'intervention onusienne d'entrer en action. La brigade d'intervention onusienne avait besoin de se déployer d'abord avant d'entrer en action. On ne voit pas comment elle se serait déployée à partir de Johannesburg pour les Sud-Africains, à partir de Lilongwe pour les Malawites ou à partir de Dar es Salaam pour les Tanzaniens. Il fallait arriver au Nord Kivu, il fallait arriver à Goma, il fallait se déployer. Il y a eu pendant ce temps beaucoup d'impatience parce que avant la brigade, il y a eu la force MONUSCO qui est là depuis des dizaines d'années et on n'a pas compris dont on a déploré l'inaction, oui, mais elle avait besoin d'un mandat plus par les Congolais. Elle avait besoin d'un mandat plus robuste. Tout le monde ne contrôle pas ces détails-là. Maintenant que le mandat a été donné, félicitons-nous simplement qu'il puisse maintenant mettre en place le mandat. Nous avons même maintenant des gens qui ont perdu leur vie. Le major Katib, le Tanzanien, qui est mort, il est mort pour nous les Congolais. Nous devons nous incliner devant la mémoire de ce garçon. C'est un Africain, mais dont le Congo n'est pas le pays et qui meurt pour le Congo. Cela nécessite beaucoup de respect et donc on arrête un peu avec ce regard trop négatif sur la force MONUSCO. Il y a cette question concernant les bombes qui sont tombées sur les territoires rwandais. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des maintiens de la paix confirme que c'est le fait du M23, mais que le Rwanda continue de nier, monsieur le ministre, et envisagerait même, dit-on à Kigali, une réplique appropriée. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même a confirmé ce que son adjoint a dit. Donc il n'est plus aujourd'hui aucun doute permis sur le fait que c'est le M23 qui a tiré sur le Rwanda. Et quand on connaît la nature ombilicale des relations qui existent entre le M23 et le Rwanda, il est difficile d'imaginer que le M23 se soit autorisé d'initiative à tirer sur le territoire rwandais sans que le Rwanda ne le lui ait demandé. C'est peut-être ce qui justifie la faiblesse du nombre des victimes. On en a eu 13 à Goma pour, je pense, une vingtaine de bombes tuées et un seul mort au Rwanda pour 34 bombes tirées. Donc on voit là qu'il y avait une attention qui était faite à ne pas faire des dommages puisque c'était pratiquement des tirs amis pour essayer d'obtenir une intervention officielle, celle-là, parce que jusqu'à présent, le Rwanda intervient officieusement, subrepticement,
clandestinement en RDC. Le Rwanda, semble-t-il, avait besoin d'officialiser sa présence. Manque de chance, la MONUSCO était là, elle a visualisé, elle a témoigné, et nous avons vu la mauvaise humeur qui a accueilli le témoignage du Rwanda de la part de nos collègues du gouvernement, le témoignage de la MONUSCO de la part de nos collègues rwandais. C'est comme si ça les gênait que quelqu'un d'autre que les FARDC ait tiré sur le Rwanda, parce que ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit les FARDC pour pouvoir officialiser leur incursion, qui est déjà matériellement avérée en République démocratique du Congo. Nous n'ignorons rien de cela, et heureusement le monde n'ignore plus rien de cela. Et en tous les cas, les autorités de Kigali ne croient pas en la version de l'ONU, de la MONUSCO. Je vous interromps tout de suite. Oui. Je voudrais que vous disiez que les autorités de Kigali font semblant de ne pas croire, parce que ça n'arrange pas leur schéma. J'essaie de rapporter exactement leurs propos. Oh non, ils ne sont pas crédibles. Oui. Ils ne sont pas crédibles lorsqu'ils disent cela. Ils font semblant de ne que la MONUSCO n'est pas sur le territoire rwandais, mais plutôt sur le territoire congolais. Est-ce qu'il faut être sur le territoire rwandais pour déterminer un événement qui se réalise en territoire congolais? Mon ami, ces tirs sont partis du Congo. On n'a pas dit que c'est au Rwanda qu'on a tiré. Et celui qui reçoit le coup, et celui qui est là d'où le coup est parti, qui est le plus... Parce que le coup peut partir de n'importe où et tomber n'importe où. Mais lorsque la MONUSCO vous dit, moi, MONUSCO, étant au Congo, je dis que les obus ont été tirés du Congo, mais de... Parce que le coup peut partir de n'importe où et tomber n'importe où. Mais lorsque la MONUSCO vous dit, moi, MONUSCO, étant au Congo, je dis que les obus ont été tirés du Congo, mais de tel endroit, pourquoi devrait-on croire le Rwanda? Quand il dit que la MONUSCO n'est pas au Rwanda, c'est vraiment des mots tout à fait en l'air. C'est celui qui est là où on tire qui peut témoigner d'où le tir est parti. Au Rwanda, on peut simplement témoigner où le tir est tombé. Mais personne ne nie que des tirs partis du Congo sont tombés au Rwanda. Donc ils sont en train d'enfoncer une porte ouverte. Nous disons oui, quelqu'un a tiré du Congo. Oui, les obus sont tombés au Rwanda. Mais non, ce n'est pas les FARDC qui ont tiré. Et donc le témoignage concerne le lieu du départ du tir. Et avec leur sophisme habituel, ils veulent nous entraîner vers la confusion entre le lieu où le tir est tombé et le lieu d'où le tir est parti. Non, c'est nous qui pouvons mieux savoir d'où le tir est parti, parce que c'est au Congo que ça s'est réalisé, ce n'est pas au Rwanda. Si le tir est tombé au Rwanda, il est parti du Congo, et le témoignage de la MONUSCO est tout à fait crédible, parce que la MONUSCO est au Congo. Ils semblent même étonnés, les hauts responsables rwandais. Ils font semblant. Ils font semblant. Je vous le concède, ils font semblant, comme vous le dites, du fait que même les drones, du temps à Kampala, non, à Kigali, que les drones annoncés ne sont pas encore arrivés sur place et ne sont pas entrés en action. Pour crédibiliser la version de la MONUSCO. Mais la MONUSCO n'a pas besoin de drones. La MONUSCO a besoin de drones là où elle n'a pas vu, là où elle n'a pas entendu. Mais lorsque la MONUSCO a vu et entendu, qu'est-ce que les drones ajoutent ou retirent? Rien du tout. Si je vous vois tuer quelqu'un, je n'ai pas besoin, à 2 mètres de moi, je n'ai pas besoin de longue vue, je n'ai pas besoin de lunettes spéciales pour pouvoir témoigner. Si vous avez tué à 2 mètres, je peux témoigner que vous avez tué à 2 mètres de moi. C'est si vous avez tué à 50 mètres, à 100 mètres, qu'on peut dire, mais monsieur, vous n'aviez pas de jumelles, comment vous avez vu? Mais là, la MONUSCO, elle est là, aux environs de Kibati, 3 antennes, elle est là, elle a vu, elle a entendu. Et elle a témoigné de ce qu'elle a entendu. Donc tout ça, c'est des simagrées de gens qui ont pris l'option d'entraîner la région des Grands Lacs dans une guerre atroce pour s'enrichir sans contrepartie. Évidemment, ce n'est pas avouable. Le Rwanda ne peut pas avouer devant le monde entier, moi, j'ai décidé de prendre les richesses là où elles sont en faisant fi du droit international et que c'est pour cela que je suis obligé de faire tirer. Non, ils vous diront toujours que les Congolais n'ont pas raison, et quand la MONUSCO, qui est suffisamment neutre pour témoigner, témoigne, accuser la MONUSCO de je ne sais pourquoi la MONUSCO s'alignerait-elle derrière nous? Quelle puissance nous avons, nous, pour plier la communauté internationale?
Ce sont des simagrées, de l'agitation pure et simple, devant une stratégie qui a été montée, mais qui est en train de sombrer corps et bien. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, quoi comprendre de la déclaration des autorités de Kigali, selon laquelle le fait de voir tomber des bombes comme ça sur le sol rwandais ne resterait pas impuni et que Kigali envisagerait une réplique appropriée? Ben, je pense que maintenant, avec les révélations qui ont été faites par la communauté internationale, si réplique il y a, il faut que Kigali se joigne à nous pour punir le M23. Si tant est que Kigali n'a pas été l'instigateur. Vous n'interprétez pas bien, apparemment. Je vous dis, je vous parle de la logique. Je n'ai pas Ça ne cache pas des menaces, des guerres contre la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est aujourd'hui que Kigali nous menace de faire la guerre? Ouvertement. Est-ce que c'est d'aujourd'hui, cher ami? 98, on n'a pas eu une guerre avec Kigali? Qu'est-ce que vous racontez? Vous faites semblant de découvrir ce qui existe depuis 15 ans. Nous sommes dans une guerre non déclarée. Kigali nous fait une guerre non déclarée depuis 15 ans. Alors ne me ressassez pas les histoires que nous connaissons. Ils veulent ce pays, ils veulent un morceau de ce pays. Et pour ça, ils sont prêts à déballer n'importe quoi, n'importe quelle ineptie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que nous devons nous défendre. On ne laissera pas Kigali venir prendre une partie du Congo parce que, quoi? Parce qu'il est Kigali? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et nous ne serions pas des hommes? Avec de la chair, avec du sang, comme eux? Pour quelle raison ils viendraient chez nous prendre nos terres? Pour quelle raison? Donnez-moi une seule raison. S'ils viennent, ils nous trouveront. Et il faut qu'ils nous tuent tous pour prendre même un coin du Congo. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc plus que jamais, monsieur le ministre, les Congolais, nous sommes bien préparés, hein, désormais. Hein. Nous avons toujours été préparés. Ils ont tout fait pour nous empêcher d'être prêts. Nous les avons contournés et nous sommes prêts. Voilà ce que je peux dire. Même avec l'existence du Rwanda à travers ces groupes armés du genre M23. Mais les groupes armés, nous nous en sommes et nous sommes en train de nous en occuper. Là est quand même quelque chose de très dommageable pour ce pays, qu'il y ait des Congolais qui se prêtent comme ça à des stratégies de l'étranger contre leur propre pays. Mais vous avez vu que depuis 1998, nous sommes en train de réduire cette base sur laquelle les va-t-en-guerre de Kigali pouvaient jouer comme d'une sorte de vivier de recrutement. Ça devient de plus en plus réduit. Il y a de plus en plus de Congolais qui réagissent vraiment comme des vrais patriotes au Kivu. Et il y a de moins en moins de Congolais aventuriers, à part le petit groupe de criminels que nous connaissons, contre qui nous avons lancé déjà des mandats, la communauté internationale également, qui sont sous sanction de la communauté internationale. Ça devient de plus en plus la portion congrue. Nous voulons convertir nos concitoyens à l'amour de leur pays. C'est pourquoi nous multiplions les contacts. C'est pourquoi nous sommes à Kampala. C'est pourquoi nous sommes engagés dans les préparatifs des concertations nationales. Nous savons que notre point faible sera cette disponibilité de certains Congolais à coopérer avec les ennemis de la paix dans leur pays qui sont à l'étranger. À propos de Kampala, pour parler de Kampala, pour parler politique, quoi comprendre du rappel par Kampala de ce général Muhwezi? On ne l'a pas rappelé. Soyez corrects. Nous l'avons expulsé. La RDC l'a récusé et l'a expulsé de son territoire. Donc, forcément, il doit rentrer chez lui. Donc, il ne faut pas définir les choses comme si c'est l'Ouganda qui l'a rappelé. Déclaré personne non grata, voilà, pourquoi? Il a manqué de neutralité. Parce que la commission de vérification qu'il dirigeait, cet officier général, était supposé être neutre dans ce conflit qui nous oppose au M23 et à ses maîtres étrangers. Or, nous avons constaté que de manière systématique, ce général ougandais, le général Muhwezi, brillait par des prises de position qui étaient grossièrement favorables à un camp, c'est-à-dire le camp du M23 et des soutiens extérieurs du M23. Nous avons tiré les conclusions, après avoir exposé le dossier auprès de nos collègues ministres de la Défense et chefs d'état-major généraux, de mettre fin à sa présidence du comité conjoint ou du mécanisme conjoint élargi de vérification. Et en conséquence, maintenant, les chefs militaires, les ministres de la Défense, les chefs d'État vont devoir se voir
pour discuter de cela et voir comment réorganiser ce mécanisme conjoint en conformité avec le principe incontournable de neutralité. Et donc, ce qui fait qu'il y a probablement, il y aura des conséquences sur le calendrier politique. Le président de la République et nos principaux ministres devant se trouver à Kampala pour gérer cette question, le 3, le 4 et le 5. Est-ce que ça ne va pas modifier le programme d'ouverture des travaux des concertations qui doivent être ouvertes impérativement par le président? Ça, le présidium vous le dira, mais je vous dis déjà que cette réunion est convoquée pour ces 3 jours-là. Les experts le 3, les ministres le 4, les présidents le 5. Donc ça va réellement avoir, ça pourrait avoir un impact sur l'organisation de la séance d'ouverture des concertations. Voilà, une première, comme on dit, dans voilà, vous avez la primeur. L'émission Nouvelle Donne que vous avez intérêt à regarder comme vous le regardez à chaque fois. Sur votre petit écran, monsieur le ministre, comme vous, le gouvernement de la République, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui demande à son tour au M23 de se dissoudre et de déposer les armes. C'est la quintessence de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Le secrétaire général Ban Ki-moon n'invente rien, le gouvernement de la RDC non plus. Et ceux qui, comme le Rwanda, continuent à encourager le M23, à se profiler comme groupe armé, à continuer à utiliser des armes pour asseoir ces revendications, sont en train de violer le prescrit justement de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, de violer le droit international et de se mettre en faute par rapport à ce droit international et donc mérite des sanctions internationales. Vous êtes sûr cette fois, du fond de vous-même, monsieur le ministre, que les M23, avec derrière lui son mentor, le Rwanda, va pas faire la sourde oreille? Nous ne pensons pas qu'il y ait intérêt, ni pour le M23, ni pour le Rwanda, à se mettre à dos la communauté internationale. Nous connaissons tous la forte dépendance du Rwanda, quoi qu'on en dise. La forte dépendance du Rwanda de la communauté internationale. Nous connaissons les torts que les sanctions symboliques, parce que les sanctions symboliques qui avaient été prises il y a quelques semaines contre ce pays ont pu causer au peuple de ce pays, qui est un peuple frère. Nous ne souhaitons du mal à personne, mais continuer sur cette voie de la part des dirigeants les plus importants de ce pays expose ce pays à des sanctions autrement plus lourdes et dont je crains que sa population ne pourra pas supporter très longtemps. Ce genre de déclarations de la part notamment du secrétaire général des Nations Unies font dire à des Congolais que c'est pour mettre du baume au cœur des Congolais. C'est peut-être le cas, mais nous pensons que le secrétaire général des Nations Unies ne dispose pas de la communauté internationale. Ça n'est jamais suivi d'effet. Selon son bon vouloir, il y a un travail diplomatique que nous devons être prêts à entreprendre pour que ceci se transforme en des pressions beaucoup plus significatives que de simples déclarations. Cela aussi nous revient à nous. Monsieur le ministre, le tout nouveau chef de la MONUSCO, Martin Kobler, l'Allemand, dit qu'il fonde sa stratégie sur la trilogie des partenariats, partenariat avec le peuple congolais, partenariat avec le gouvernement de la République, dont vous êtes membre et le porte-parole, partenariat aussi avec la communauté internationale. Vous y adhérez? Mais je pense que c'est la mission qui a été donnée au représentant spécial du secrétaire général. Ça peut bien fonctionner, ça. Être en contact avec tous ces groupes, oui, absolument, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Il y a eu des moments de malentendus, soit avec le gouvernement. Généralement, ça se règle plus vite parce que le gouvernement est au fait des voies et moyens les plus efficaces, les moins douloureux pour régler ce genre de malentendus. Il y a eu des malentendus aussi, parfois avec les populations. On l'a vu à Beni, on l'a vu à Goma, des véhicules caillassés, et même ces 2 jeunes gens qui sont tombés en pleine manifestation devant le siège du bataillon uruguayen de la MONUSCO. Mais généralement, c'est sous cette triptyque-là que nous devons envisager la collaboration de notre pays avec le système des Nations Unies. Monsieur le ministre, avant de clore ce chapitre, la RDC seule, hein,
capable de régler définitivement la question rwandaise à l'est du pays, La RDC, sans la communauté internationale? La RDC fait partie intégrante de la communauté internationale. Vous ne pouvez pas parler de la communauté internationale sans envisager la présence d'une entité qui s'appelle RDC. Et vous ne pouvez pas isoler la RDC dans ce vaste monde hors de la communauté internationale. C'est comme si vous vouliez envoyer votre main droite régler un problème à 10 km d'ici. Tout votre corps doit se transporter pour y aller. Donc, la communauté internationale, il est normal qu'elle s'implique dans la gestion d'un problème qui concerne un de ses membres. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ce problème qui a été créé avec le Rwanda, créé par le Rwanda, a des origines. Ce n'est pas une génération spontanée que ce conflit que le Rwanda veut, dans lequel le Rwanda veut nous entraîner. C'est parti des conséquences d'un événement douloureux, le génocide de 1994. Comment ce génocide est venu à nous concerner, nous? C'est suite à une décision malheureuse de la communauté internationale qui a imposé au régime du président Mobutu finissant à l'époque de recevoir sur son territoire des personnes parmi lesquelles se trouvaient des génocidaires auxquels on n'a pas pris la précaution de reprendre leurs armes. Ça a été du pain béni, un prétexte pour les extrémistes du nouveau régime qui s'est installé au Rwanda pour interférer depuis lors sur les problèmes congolais, soi-disant pour se protéger contre ces extrémistes qu'on a laissés entrer suite à des pressions de la communauté internationale. Alors, d'où vient-il l'idée que c'est la communauté internationale qui a entraîné la RDC dans cette spirale mortelle, mais que pour en sortir, la RDC doit agir seule? D'où vient cette logique? Nous ne la comprenons pas. C'est la communauté internationale qui nous y a mis. Les efforts que nous faisons pour en sortir doivent être soutenus. Je ne dis pas devraient, doivent être soutenus par la communauté internationale. Ce n'est que justice. Et tout le monde le comprendra. Il n'y a donc pas lieu de gloser la RDC seule. Ce n'est pas la RDC seule qui s'est mise dans ce problème. Et donc ce n'est pas seule qu'elle va s'en sortir. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la veille de l'ouverture déjà annoncée des concertations nationales. Je ne vous pose plus la question de savoir si vous confirmez l'ouverture ce mercredi 4 septembre 2013. Il faut poser la question au Présidium, mais il y a ce calendrier au sommet de l'État, entre des sommets improvisés de la CIRGL et le problème qui doit absolument nous amener à régler la question du mécanisme de vérification qui est un peu en panne, et la présence indispensable du chef de l'État à l'inauguration. C'est lui qui inaugure les concertations qu'il a convoquées. Donc le Présidium vous dira si le Président s'organisera, de quelle manière. Vous parlez du Présidium, alors qu'il y en a qui se posent la question de savoir Autant le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a convoqué par une ordonnance présidentielle les concertations nationales, autant lui, il doit, par une ordonnance présidentielle également, annoncer officiellement la date de l'ouverture. Vous dites quoi? Non, je pense qu'il a confié cette tâche au Présidium. Il faut bien lire l'ordonnance. Il a confié cette tâche au Présidium. Le Présidium a annoncé la date, c'est le 4 septembre, mais maintenant je vous parle de problèmes factuels. Il n'y a pas besoin d'une ordonnance présidentielle? Non, aucun besoin d'une ordonnance présidentielle. Bon, alors, Monsieur le ministre Lambert Mende et Olanga, il y a cette question qui revient et qui alimente les conversations des Congolais, notamment la classe politique, la classe dirigeante, l'homme de la rue, concernant l'inclusivité de ces concertations nationales. Monsieur le ministre, est-ce que sans l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, sans l'UNC de Vital Kamerhe qui disent non à ces concertations, ils n'y seront pas, est-ce que les concertations nationales resteront toujours inclusives? Je ne vois pas ce que des décisions prises librement par des personnes officiellement invitées à cette concertation ont à voir avec l'inclusivité. L'inclusivité au sens de celui qui initie les concertations nationales, c'est l'ouverture de ces concertations à tous les Congolais
qui sont organisés dans des structures politiques, sociales, économiques, etc. C'est ça, dans les institutions publiques aussi. C'est ça l'inclusivité. Mais maintenant, qu'il y en ait qui soient indisponibles pour ne pas venir, qu'il y en ait qui ne veuillent pas venir de par leur propre volonté, je ne vois pas où il y a non-inclusivité. Donc, les concertations sont bel et bien inclusives parce qu'on a invité tout le monde, on s'est interdit de limiter la possibilité de participer, mais le fait pour des gens de venir relève de leur volonté, parce qu'il n'y a pas unanimité. L'inclusivité n'est pas à confondre avec l'unanimité. Il y en a qui ne croient pas en cette méthode-là, mais dans un État démocratique, lorsque quelqu'un a une opinion, il dit « je ne crois pas en cette méthode-là », mais qu'il est invité et qu'il est libre d'y aller, c'est qu'il est libre aussi de ne pas y aller. Donc l'inclusivité y est, et ceux qui refusent d'y aller exercent simplement leur liberté. Il y a une valeur qui s'appelle liberté. On n'a pas à aller forcer les gens à venir à un événement comme celui-là, mais l'événement est inclusif, parce qu'il est ouvert à tout le monde. Je pense que vous me comprenez. J'essaie de vous comprendre. Est-ce que, partant, Oui. Inclusivité rime... La non-inclusivité aurait été oui? la mise en place de conditions restrictives. Si on avait dit, seule cette catégorie de citoyens viennent, seuls les partis qui ne critiquent pas le président ou la majorité viennent et pas les autres, là il y aurait eu non-inclusivité. Mais ici, c'est une ouverture totale. En termes de partis politiques, je crois savoir que par application de la règle de la proportionnelle, l'UDPS est, après le PPRD, le parti qui a été invité à amener le plus grand nombre de représentants. Il a le quota le plus élevé, le deuxième quota le plus élevé. Donc si on avait interdit à ce parti de venir, on aurait pu parler de non-inclusivité. Mais ce parti est invité, régulièrement invité, dûment invité, mais il est libre de venir comme il est libre de ne pas venir. Il pose des préalables qui n'ont pas été pris en compte. Qui n'ont pas été pris en compte, d'après eux. Oui, oui. Mais on n'est pas obligé. Pourquoi est-ce qu'on aurait pris en compte ces préalables et pas les préalables des autres? Et pourquoi des préalables? Notamment révoquer l'ordonnance présidentielle qui ça n'a aucun sens. Convoqué ces concertations. Ça serait alors une atteinte à la Constitution. Et ce parti doit savoir ce qu'elle veut. Ce qu'il veut. La Constitution prévoit que c'est le pouvoir du président de prendre de telles initiatives lorsqu'il y a une crise. Or, nous savons tous, ce parti aussi définit la situation à l'Est comme une crise. Et alors, quand il y a crise, le président convoque. Il y a crise, le président convoque, et vous vous dites non, nous voulons que ce ne soit pas le président qui convoque. Mais nous voulons défendre la Constitution. Non, c'est une contradiction. Et il est difficile pour le peuple, le commun des Congolais, de suivre ce raisonnement-là. Quelle ordonnance présidentielle s'écarte de l'esprit de la résolution des Nations Unies, 2098, mais aussi de l'accord cadre de la 10. Alors, si vous pouvez élaborer. D'après ces partis. Non, parce qu'on a l'habitude de jeter comme ça des formules. Oui. Moi, je suis un homme rigoureux. Qu'on me dise en quoi ça s'écarte et je réponds. Il ne faut pas comme ça dire une déclaration. L'ordonnance s'écarte de la résolution 2098. Dites-moi en quoi, je vais répondre. Mais comme ça, ce n'est pas un débat intellectuel, ça. C'est des onomatopées qu'on lance comme ça. Hein? C'est des jérémiades, on lance comme ça des phrases, des bouts de phrases. C'est quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que la résolution 2098 dit qui est contredit par l'ordonnance du président? Dites-moi. La résolution demande au président de la République démocratique du Congo de faire la réconciliation et le dialogue. Alors, le président fait. Alors, à propos de la réconciliation, ils disent que les prisonniers politiques, d'après il en est, dans nos prisons, des prisonniers d'opinion devraient être relaxés. Des incantations. Est-ce qu'on me définit le prisonnier d'opinion? Définition. Allons-y. Pour qu'on puisse coller ça à telle ou telle autre personne qui sont en prison. Moi, je vais vous dire ce que le prisonnier d'opinion n'est pas. Le prisonnier d'opinion, ce n'est pas un homme politique qui commet une infraction au droit commun, qu'on juge et qu'on condamne. Il n'est pas prisonnier d'opinion. Il est un homme politique qui est en conflit avec la loi, le droit commun, et qui est condamné. Le prisonnier d'opinion, je vais vous dire ce qu'il est.
c'est celui qui est condamné en raison des opinions qu'il a émises. Je critique le président, on m'arrête, et dans le dispositif du jugement, vous voyez bien, on l'arrête parce qu'il a critiqué le président, parce qu'il a fait ceci contre tel programme du président, et que l'incrimination n'est même pas dans le code pénal. Nous avons des hommes politiques, auteurs d'actes pénalement répréhensibles, qui ont été condamnés. Sauf à me convaincre que dans ce pays, un homme politique qui commet une infraction ne doit pas être poursuivi, et que quand il est poursuivi, il devient détenu d'opinion, qu'on me cite le nom d'un seul détenu d'opinion. On nous a donné des noms, nous les avons visités dans le groupe de contact, et on a vu que tous étaient condamnés pour des actes relatifs à des délits de droit commun. Ce n'est pas ça un prisonnier d'opinion, c'est un abus de langage. Par contre, ce qu'on a pu retenir, c'est qu'au cours d'événements comme ceci, pour marquer l'esprit de réconciliation, qu'on suggère au président de faire usage de son droit de grâce, mais qui concerne tous les Congolais qui sont en conflit avec la loi. Tous les gens qui sont condamnés, par exemple, de X nombre de mois à X nombre de mois, bénéficient d'une remise de peine ou d'une grâce, c'est-à-dire qu'ils sont libérés, et on exclut même certaines catégories dans notre loi. On exclut les violences sexuelles, on exclut les crimes de sang, on exclut les assassinats de chefs d'État, on exclut. Mais alors, pour le reste, pourquoi fait-on un distinguo entre les hommes politiques et les autres citoyens congolais? Vous croyez que ce pays est la propriété des hommes politiques? Non, tout individu congolais qui est derrière les barreaux peut bénéficier d'une remise de peine par l'usage, par le président, de son droit de grâce. Là, nous pouvons comprendre. Mais dire que quelqu'un qui est un politicien, il s'enivre, un samedi soir, il écrase un enfant sur la route, on le condamne, il devient prisonnier d'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans quel pays sommes-nous? Il est prisonnier parce qu'il a commis un acte contraire au droit commun, bien qu'il soit un homme politique. Donc évitons les abus de langage. Ce n'est pas ça que le peuple attend de nous. Que nous fassions un syndicat, oui, mon copain, même s'il a commis un acte odieux, c'est un délit d'opinion. Non, ce n'est pas un délit d'opinion. Tuer quelqu'un, ce n'est pas un délit d'opinion. Violer une fille, ce n'est pas un délit d'opinion. Écraser quelqu'un avec sa voiture quand on est ivre, ce n'est pas un délit d'opinion. Donc il faut que les gens sachent de quoi ils parlent. Monsieur le ministre, ça fait partie également d'abus de langage, comme vous le dites, entendre un membre de l'opposition, Fayoulou, du groupe parlementaire FAC et alliés, qui envisageait déjà le week-end d'enclencher une campagne de sensibilisation en direction des populations congolaises, comme pour barrer la route, dit-on, selon leur approche, à la révision éventuelle de la Constitution au cours de ces concertations nationales concernant l'article 220. J'aime bien l'honorable Martin Fayoulou, mais il a pris l'habitude ces derniers temps de déclencher des guerres de Don Quichotte. Ah bon? Savez, de Don Quichotte, oui, contre les moulins à vent. Vous allez faire une campagne contre une révision de la Constitution que personne n'a mise en jeu. Personne ne pense à une révision de la Constitution. Mais vous faites perdre du temps à vos membres. Vous faites perdre du temps à l'opinion publique. Nous avons d'autres problèmes qui nous préoccupent. Personne n'est aujourd'hui volontaire pour une révision de l'article 220 de la Constitution. Je ne sais pas en quelle langue il faut leur dire. C'est comme s'ils n'ont plus de matière pour mobiliser les gens, alors il faut inventer des choses imaginaires. Le président n'a pas l'intention de violer la Constitution. Alors, vous mobilisez des gens, alors qu'il y a le Rwanda qui est en train de nous assiéger là-bas. Il y a nécessité d'une cohésion nationale face à cette agression délibérée, avérée, dont vous suivez les méfaits tout le temps à la télévision, mais vous mobilisez les gens sur des choses qui ne menacent en rien le pays, parce que le président Kabila n'a pas l'intention de modifier l'article 220. C'est de la distraction. Et après, quand on s'en rendra compte,
Il va se taper la poitrine, oui, c'est grâce à moi qu'on n'en a pas parlé. Mais je lui dis maintenant qu'on n'en parlera pas. On n'en a pas l'intention. Cessez de distraire les gens avec ça. Nous avons des problèmes réels. Il faut s'attaquer aux problèmes réels, pas aux problèmes inventés comme ça pour que les concertations susciter l'attention aboutiraient de l'opinion. à la création, à la mise en place d'une nouvelle majorité parlementaire, ce qui supposerait la suspension de la constitution actuelle. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Mais quand le président dit dans son ordonnance que tout doit se faire conformément à la Constitution, ça c'est un fait. Alors maintenant vous vous projetez en disant il paraît qu'après on va violer. Est-ce qu'on peut discuter sur cette base-là? Mais discutons sur des faits. Où est-ce que c'est écrit dans les thématiques que le président a mis en place qu'on peut toucher à la Constitution? Puisque dans son ordonnance il dit qu'on ne touche pas à la Constitution. Tous les jours l'honorable Fayulu est au Parlement. Quand est-ce qu'il a entendu ça? Un projet pour toucher à la Constitution. Alors les IPARE, vous savez, avec les IPARE, vous pouvez mettre Kinshasa dans un petit verre comme ça. Tout devient possible. Alors, ce n'est pas matière à discussion entre hommes sérieux. Ça c'est pour vouloir abuser de la crédulité de l'opinion publique. Pour réussir à mobiliser des gens, il faut raconter des choses qui peuvent faire mal aux gens, etc. Il n'y a pas de révision constitutionnelle projetée. Monsieur le ministre, est-ce que les groupes parlementaires IDPS et alliés, FAC comme et alliés aussi, abuseraient de l'opinion, pour parler que de l'opposition? Est-ce que ces groupes représentent l'ensemble de l'opposition congolaise, alors que, par exemple, les MLC, qui n'est pas des moindres au sein de l'opposition, a déjà annoncé sa participation aux concertations nationales. Monsieur le ministre, ça vous inspire quoi? J'ai l'impression que simplement il y a une division que l'on peut regretter au sein de l'opposition et qu'il y a aussi une tentative de faire feu de tout bois. Puisqu'on n'a pas d'argument à opposer au président, eh bien inventons cette histoire de révision constitutionnelle parce qu'un professeur d'université qui est de la famille présidentielle, comme si on cesse d'être scientifique parce qu'on est de la famille présidentielle, a écrit un livre parlant de révision de la Constitution, donc on colle ça au président. Il y en a même qui se permettent de demander au président de s'engager devant eux, qui ne sera pas candidat en 2016. Mais au nom de quoi? Le président a prêté serment qu'il va respecter la Constitution. Pourquoi un individu viendrait demander au président de prêter serment une deuxième fois devant lui, alors qu'il a prêté serment devant la nation congolaise? Vous voyez des aberrations comme ça, simplement pour créer des thèmes mobilisateurs. Cela a un nom en français, je ne vais pas le dire, sinon ils vont dire qu'on les insulte. Mais il faut sortir de cette petite politicaille des années 60. Des gens qui vous arrivent de Bruxelles, de la table ronde, oui, tous ces gens-là, c'est moi qui ai l'indépendance dans la poche. Et les gens s'excitent avec ça. Si je la sors ici, et les Bakongos vont voler, attention, je garde dans ma poche. Il faut cesser de jouer avec la crédulité de notre opinion. Nous sommes quand même un peuple mûr. S'il y a un problème, il doit être un problème concret, réel, qui existe. Et c'est pour cela qu'ils sont divisés. Parce qu'il y a une partie d'entre eux qui sait que ce dont ils parlent n'a aucun fondement. Que le MLC a été acheté pour venir. Le MLC acheté par qui? Et quel est le prix d'un parti politique comme celui-là, qui a quand même de la présence, plus que beaucoup de ceux qui racontent n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez vu même les tentatives de certains cadres du MLC qui ont été radiés du MLC, qui, au lieu de parler au nom de leur propre structure, viennent brandir le nom de ce parti pour dire que ce parti se joint aux extrémistes qui remettent en cause l'initiative du président. Ça montre les difficultés qu'ont les gens à s'identifier, même politiquement. Mais si vous ne parvenez pas à vous identifier vous-même, comment vous allez représenter l'opinion de ce pays? Sachez d'abord qui vous êtes. Êtes-vous MLC ou vous êtes radié du MLC? Alors vous allez engager le MLC au nom de quoi? Donc vous voyez qu'il y a trop de confusion, qu'on ne sait plus suivre, mais que heureusement, il y a une partie substantielle de cette opposition qui a compris que le pays aujourd'hui a plus besoin de cohésion que de ces querelles qui ne se termineront jamais. Les querelles de clochers, les querelles philosophiques, les querelles de programmes, on en aura toujours et on en a dans tous les pays. Mais ce n'est pas tous les pays qui subissent la menace existentielle que nous subissons. Ceux des nôtres, dans la classe politique, qui ne sont pas capables de comprendre l'importance des enjeux aujourd'hui à l'est du pays, ne sont pas, à mon avis, éligibles au leadership
dans ce pays, parce qu'on dirait qu'ils s'en foutent éperdument que le pays cesse de disparaître, si je peux utiliser cette expression. Monsieur le ministre, on va rendre l'antenne. Hein. L'État qui nous est imparti arrive à expiration. Est-ce que ces micmacs politiques au sein de l'opposition, notamment, n'entament pas la crédibilité de ces concertations nationales? Est-ce que ces concertations nationales ne sont pas mal parties déjà? S'il y a quelqu'un dont la crédibilité est entamée par ce que vous appelez micmac dans l'opposition, je vous laisse la responsabilité de vos termes. Ben oui, c'est l'opposition. La confusion, vous dites, moi je le dis en d'autres termes. S'il y a quelqu'un dont la crédibilité est entamée avec ce micmac, c'est l'opposition. Ça ne peut pas être les concertations. Les concertations sont le fait du président de la République. Elles ne sont pas le fait de la majorité ou de l'opposition. Le président, ne l'oubliez pas, est une institution de la République. Elle a pris l'initiative. On ne peut pas empêcher les gens de se prononcer sur cette initiative parce qu'on est en démocratie, c'est aussi un point. Je connais des pays, même parmi ceux qui provoquent la prosternation de nos amis de l'opposition, où un tel débat n'est même pas capable. Mais ils sont en train de croire que ces pays-là sont peut-être ceux qui ne sont pas. Mais ici, n'importe quel Congolais a son mot à dire sur une initiative du président. Et c'est bon. Mais il n'y a pas de logique dans ce qu'ils disent. C'est tout ce que nous disons. Ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, mais nous sommes heureux d'avoir créé dans ce pays un contexte où cela peut se faire. Et nous en sommes fiers. Nous avons une démocratie en bonne santé. Alors on va se quitter par là. Votre mot de conclusion, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je vais conclure en remerciant encore vos auditeurs pour l'attention et téléspectateurs pour l'attention qu'ils ont bien voulu nous accorder. Je voudrais leur dire que les concertations qui vont commencer vont nous aider non pas à donner le pouvoir à des gens qui veulent faire l'économie de processus démocratiques, c'est-à-dire les élections qui vont avoir lieu en 2016, mais à consolider la cohésion des différents segments de notre peuple face à une agression qui devient nue. Parce que le régime rwandais ne nie plus son implication, il lui cherche simplement des justifications et tout le monde est en train de suivre en direct comment cette justification est recherchée, avec quelle agitation on recherche cette justification. Donc ce n'est plus quelque chose qui peut être considéré comme possible, c'est une réalité, l'agression, et donc nous avons des concertations pour nous armer mieux contre cette agression et pas pour autre chose. Il ne faut pas qu'on leur raconte n'importe quoi et il est heureux que la plupart des membres de la classe politique l'aient compris et il est heureux que le président n'ait pas réduit ces concertations uniquement à la classe politique. C'est la concertation de toutes les composantes du peuple. La classe politique n'est qu'une parmi ces composantes-là. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. Merci à monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, d'être passé nous voir ce soir. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Bonsoir.